Le pays du soleil, des vagues, des villes décontractées, d'une nature époustouflante et des koalas et kangourous. L'Australie a plutôt bonne réputation comme endroit où vivre. Vous risquez de prendre un peu de coups de soleil, mais vous gagnerez bien votre vie dans un magnifique pays où il y a plein de choses à faire et l'un des littoraux les plus célèbres du monde. Mais il y a de nombreux aspects de l'Australie que vous ignorez sans doute, notamment des inconvénients notables à y vivre. Étonnamment, cela ne concerne pas vraiment les serpents venimeux, ni les méduses mortelles. Voyons l'essentiel. Si vous regardez l'Australie sur une carte, et elle est restée loin de pratiquement partout, le continent le plus isolé du monde. Vous aimez voyager à l'international? Vous avez de la famille à Miami? Votre meilleur ami vit à Vienne? C'est mignon. Vous ne les reverrez jamais. Bon, c'est peut-être exagéré, mais voyager depuis l'Australie vers pratiquement n'importe où en dehors de quelques îles du Pacifique Sud et de certains pays d'Asie du Sud-Est est un énorme fardeau, que ce soit en termes d'heures de vol ou de coûts. Voyons les coûts de voyage depuis Sydney, principal aéroport d'Australie, vers des destinations touristiques majeures, avec Google Flights. Un vol pour Londres dure au moins 22 heures dans chaque sens, même avec l'itinéraire le plus court et une escale obligatoire. Cela coûtera généralement plus de 1000 $, sauf si vous trouvez une offre exceptionnelle lors de faibles réservations. Londres est peut-être trop loin. Le vol le plus rapide pour Istanbul, Turquie, dure environ 21 heures, avec escale et coûte près de 800 $ l'aller-retour. Dubaï propose bien une option sans escale, 14 heures de vol pour encore une fois plus de 1200 $. Los Angeles est également sans escale, donc pour un simple vol de 13 heures et 40 minutes, encore une fois, dans chaque sens, vous pouvez aller à Hollywood. C'est plus qu'une journée, presque deux, passées dans un avion pour un aller-retour. Vivre en Australie peut donner un sentiment d'isolement, même sans famille à l'étranger, ou passion pour les voyages internationaux. Le continent est tellement isolé géographiquement que même l'actualité semble souvent déconnectée du reste du monde. Les Australiens intéressés par l'international reprochent aux médias nationaux de privilégier surtout l'actualité australienne. Ils ont l'impression d'ignorer ce qui se passe ailleurs dans le monde. En fait, les Australiens semblent moins préoccupés par l'actualité en général, ce qui pourrait être une conséquence du fait de vivre dans une sorte de bulle géographique. Il n'y a pas de voisins hostiles à surveiller, personne ne s'inquiète vraiment que la Nouvelle-Zélande les menace, et les problèmes du reste du monde semblent tellement lointains. Parce qu'ils le sont. D'après le rapport sur les médias numériques 2024 de l'Université de Canberra, l'Australie compte le plus fort taux mondial de personnes ne consultant les actualités qu'une fois par jour ou moins. Seuls 51% des Australiens consultent les actualités chaque jour. Peut-être même moins, contre 34% des personnes dans le monde, et ils s'intéressent aussi moins à la politique. Ce sentiment d'isolement pourrait aussi refléter le paysage médiatique très concentré de l'Australie, surtout en ce qui concerne la concurrence. Selon le rapport sur la concentration des médias et de l'Internet, entre 2019 et 2020, l'Australie avait le deuxième plus haut niveau de concentration médiatique au monde, juste derrière le Brésil. C'est une statistique révélatrice, surtout pour le pays de Rupert Murdoch, l'un des magnats des médias les plus influents. 4 entreprises contrôlées, 84% de la presse écrite, contre 78% seulement 3 ans plus tôt, en 2019. Les entreprises comprennent News Corporation de Rupert Murdoch, Nine Entertainment, Seven West Media et Australian Community Media. Les experts redoutent que la concentration des médias chez quelques entreprises réduise la responsabilité journalistique, fasse disparaître la presse locale indépendante et oriente les médias selon les intérêts de leurs dirigeants. Les Australiens auraient trouvé une clé pour la santé mentale. Éviter les informations pourrait rendre la vie plus saine. Pour quelqu'un souhaitant suivre l'actualité internationale et en discuter avec ses voisins, l'Australie peut être un endroit difficile. Beaucoup d'entreprises australiennes dépendent de partenaires américains et européens, mais la coordination des fuseaux horaires reste un casse-tête logistique. En pratique, cela signifie souvent envoyer un email à la fin de la journée de travail et ne recevoir une réponse que le lendemain matin de l'autre côté du globe. Ensuite, il faut attendre une journée entière avant que le cycle ne se répète, à moins bien sûr que quelqu'un soit prêt à participer à une conférence téléphonique à 2 h du matin. Quand il est en midi à Sydney, il est 3 h du matin à Londres, 7 h du soir à Los Angeles et 10 h du soir à New York, la veille. Donc même si les salaires en Australie sont généralement assez bons,
avec un salaire minimum d'environ 16 dollars américains de l'heure, soit environ le double de celui des États-Unis, et un salaire moyen de plus de 60 000 dollars américains. Avoir un emploi qui nécessite des collaborations ou des clients internationaux peut être un casse-tête monumental. Eh bien, au moins l'Australie est elle-même assez vaste, donc il doit sûrement y avoir beaucoup d'endroits faciles à visiter et à voir dans le pays, non ? Ce n'est finalement pas le cas. La plupart de la population australienne se trouve sur la côte, et les grandes villes sont assez éloignées les unes des autres. Une grande partie de l'Australie n'est que de l'espace vide. Le pays couvre 2,9 millions de miles carrés, soit 7,7 millions de kilomètres carrés, et compte une population de 26 millions d'habitants. L'Union européenne couvre un peu plus de la moitié de cette superficie, avec 1,6 million de miles carrés, 4,2 millions de kilomètres carrés, et 450 millions d'habitants. Perth, par exemple, a la particularité d'être la ville la plus isolée du monde. Encore plus que des endroits comme Iakoutsk, en Sibérie russe, grâce au fait qu'elle se trouve à 1300 miles, soit un peu plus de 2000 km, de la ville la plus proche. En fait, elle est donc plus proche de la côte indonésienne que de la côte est de l'Australie, et les distances peuvent être trompeuses. En voyant la carte de l'Australie, on pourrait croire qu'Adélaïde et Melbourne sont assez proches. C'est jusqu'à ce que vous montiez dans votre voiture à Adélaïde et qu'après 8 heures de route, vous commenciez tout juste à approcher les limites de la ville de Melbourne. Les vols entre Sydney et Darwin ou Melbourne et Perth coûtent souvent entre 300 et 500 dollars l'aller-retour. Cela en fait une option pas très économique pour les Australiens qui cherchent à s'offrir une petite escapade rapide à l'intérieur du pays. Eh bien, au moins, peu importe où vous êtes sur la côte australienne, vous bénéficiez d'un temps ensoleillé et doux, à la californienne, qui vous garde en mode vacances quoi qu'il arrive. En fait, dans certains endroits, pas du tout. Bien que la plupart des gens imaginent l'Australie avec un temps ensoleillé et des plages, le climat varie beaucoup à travers le pays. Si vous séjournez à Melbourne pendant l'hiver australien, vous aurez probablement besoin de quelques pulls et d'une bonne couverture. Les températures à Melbourne et Canberra descendent souvent entre 30 et 40 degrés Fahrenheit l'hiver. Malheureusement, rester à l'intérieur ne vous garantit pas d'avoir chaud. La docteure Nicola Wieland de l'école de la propriété, construction et gestion de projet de l'université Royal Melbourne Institute of Technology, a expliqué des problèmes concernant le chauffage australien. La maison australienne moyenne étant grande, le chauffage pose problème. Les maisons australiennes ont tendance à être mal isolées, pleines de courants d'air et équipées de chauffage inefficace, a-t-elle déclaré. Seuls 46% des maisons du Victoria et du territoire de la capitale australienne, où se situent en pôle Melbourne et Canberra, ont un chauffage central à gaz par conduit. D'autres utilisent des chauffages d'appoint vraiment inefficaces, et d'autres n'ont rien du tout. Pendant ce temps, dans le nord, le climat semble moins balnéaire et beaucoup plus étouffant. À Darwin, au nord de l'Australie, les températures restent entre 28 et 38 degrés Celsius toute l'année, avec une humidité estivale souvent de 70 à 90%. Les autorités jugent la chaleur dangereuse au-dessus de 35 degrés Celsius. En 2019, Darwin a connu 45 jours à plus de 35 degrés Celsius, dont une vague de chaleur de 11 jours consécutifs. Les scientifiques prévoient une hausse des journées caniculaires avec le changement climatique. Eh bien, il peut y avoir des extrêmes, mais il y a encore beaucoup de zones au climat ensoleillé et doux en Australie, y compris des villes sur la côte est, n'est-ce pas ? La bonne nouvelle, c'est qu'elles existent. La mauvaise nouvelle, c'est que le soleil là-bas peut vous tuer. D'accord, le soleil peut vous tuer n'importe où, mais l'Australie a le taux de mélanome le plus élevé au monde. Est-ce que les Australiens sont simplement très mauvais pour mettre de la crème solaire ? Non, le soleil frappe vraiment différemment ici. Mais contrairement à la croyance populaire, cela est peu lié à la couche d'ozone, située surtout plus au sud, en Antarctique, et seulement à certains moments. Au-dessus de l'Australie, la couche d'ozone peut être jusqu'à 5% plus fine que dans la plupart des régions, selon la saison, puisqu'elle est plus proche du trou. Mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle les Australiens ont tendance à attraper plus de coups de soleil et à avoir plus de cancer de la peau que le reste d'entre nous. L'hémisphère sud est exposé à plus de rayons ultraviolets pour plusieurs raisons. D'abord, il y a moins de pollution et de poussière dans l'air pour bloquer les radiations.
Cela s'explique par un nombre réduit de centres industriels et des terres moins étendues dans cet hémisphère. Deuxièmement, pendant l'été de l'hémisphère sud, de décembre à février, la Terre est nettement plus proche du Soleil que pendant l'été de l'hémisphère nord. Donc, quand l'Australie s'incline vers le Soleil, elle ne fait pas seulement face à la lumière directe du Soleil, elle est aussi à plus de 3 millions de miles, soit 5 millions de kilomètres, plus près de celui-ci. Ajoutez à cela le fait que la majorité des Australiens ont des ancêtres d'Europe du Nord ou au moins une certaine ascendance européenne, et leur peau n'a pas vraiment évolué pour faire face au soleil brûlant de l'hémisphère sud. 90,2% des Australiens se disent blancs et 67,4% sont d'origine britannique. Avec une peau claire et tachetée de taches de rousseur, associée à un mode de vie en plein air, 2 Australiens sur 3 auront un diagnostic de cancer de la peau avant 70 ans, selon le Conseil australien du cancer. Le problème est si grave que les habitants l'appellent le cancer national de l'Australie. Eh bien, au moins, les Australiens passent beaucoup de temps dehors. Ils ont ce style de vie détendu et décontracté. Et si vous demandez à certaines personnes, peut-être un peu trop décontracté. La culture pieds nus est une réalité en Australie, y compris en ville. Le journaliste du New York Times, Seth Kugel, a été surpris en Nouvelle-Zélande et en Australie par la coutume des gens qui se promènent pieds nus partout, même dans les rues et les supermarchés. Ce n'est pas tout le monde, mais une minorité assez importante pour que ce soit frappant et un peu déconcertant. Bien sûr, les trottoirs des villes sont propres, mais cela reste quand même des trottoirs de ville. À Perth, une école primaire autorise les élèves à être pieds nus. Même si cela peut sembler être le paradis pour certains, c'est un peu trop décontracté pour d'autres. Paradoxalement, l'Australie peut alors être étrangement stricte en ce qui concerne d'autres règles. Prenez les limitations de vitesse par exemple. Dans la plupart du monde, dépasser la limite de vitesse de 5 miles par heure n'entraîne généralement pas d'arrestation, sauf si votre conduite est dangereuse. Mais ce n'est pas le cas en Australie. Les limitations de vitesse sont relativement basses, atteignant un maximum de 68 miles par heure, soit 110 km par heure, et elles sont strictement appliquées, soit par des radars mobiles, soit par des caméras. Et il y a des caméras partout. Les caméras de Victoria tolèrent seulement un dépassement de 3,2 km par heure de la limite de vitesse, soit à peine une légère pression sur l'accélérateur. Et ce ne sont pas les seules règles strictes que vous trouverez dans le pays. Les Australiens ont une forte culture de la boisson, mais avec de nombreuses règles. Vous ne pouvez pas boire dans la plupart des espaces publics, et la plupart des endroits qui vendent de l'alcool doivent obtenir des licences très spécifiques qui interdisent généralement la vente de boissons alcoolisées, avant ou après une certaine heure. Bien que les lois varient selon les États, la plupart des États interdisent la vente d'alcool après 2 heures du matin. Mais cela ne s'applique pas à toutes les boissons alcoolisées. Certaines boissons ne sont servies que jusqu'à minuit. Ces boissons sont appelées des boissons à intoxication rapide, une façon élaborée de dire des shots. La loi du Queensland interdit également de servir après minuit toute boisson contenant plus de 45 ml d'alcool, ou des boissons prémélangées avec plus de 5% d'alcool, ou plus de 2 doses standard. Les cocktails sont exemptés car ils ne se boivent pas vite. Il y a quelques exceptions, car l'État du Queensland désigne certaines zones comme des quartiers nocturnes sécurisés, et les établissements situés dans ces régions peuvent servir de l'alcool jusqu'à 3 heures du matin. Ils peuvent aussi obtenir jusqu'à 6 fois par an une autorisation spéciale pour servir de l'alcool jusqu'à 5 heures, lors d'événements spécifiques. Un quartier nocturne sécurisé est une initiative locale visant à rendre les sorties nocturnes plus sûres, permettant aux fêtards de profiter plus tardivement, avec moins de violence et de troubles. Les conseils regroupent souvent les propriétaires de bars et clubs locaux, qui instaurent plus de règles pour renforcer la sécurité. En plus des scanners d'identité connectés échangeant les données entre établissements, la police a introduit des avis d'interdiction. Si des clients deviennent offensants, perturbateurs ou même violents, la police les interdira d'entrer pour au moins 1 mois, puis pourra émettre un avis d'interdiction prolongé, qui dure 3 mois. Ces avis vous interdisent l'accès à tous les établissements de l'État, vous excluant ainsi de tous les bars du Queensland simultanément. Bien que ce soit une bonne initiative en théorie, certains craignent que les interdictions soient trop facilement appliquées aux clients, rendant la vie nocturne très calme et aseptisée dans la région.
Si les règles sur l'alcool et la vie nocturne ne vous découragent pas, le prix de l'alcool pourrait vous rendre sobre. Le pays possède certaines des taxes sur l'alcool les plus élevées et les plus déroutantes au monde. Les spiritueux et les alcools forts sont taxés en fonction de leur teneur en alcool, tandis que le vin est soumis à la taxe d'égalisation du vin, ou taxe d'égalisation du vin, qui représente 29% du prix total de la boisson. Ces catégories incluent quelques exceptions, sous réglementation, et forment généralement un ensemble de lois confuses sur les droits de l'alcool. La mauvaise nouvelle, c'est que l'inflation vous rattrapera aussi ici, car la taxe augmente tous les 6 mois pour suivre la hausse des prix. Quoi qu'il en soit, il semble que l'Australie ne soit pas vraiment l'endroit idéal pour ceux qui veulent la faire la fête toute la nuit, ou même prendre un café l'après-midi, car les bars et les clubs ne sont pas les seuls endroits à fermer tôt en Australie. Les Australiens aiment leur café et préparent parmi les meilleurs au monde. Mais apparemment, ils veulent le boire tôt, car de nombreux cafés dans le pays ferment leurs portes dès 14h. Vous en trouverez certains qui restent ouverts jusqu'à 17h, mais rarement au-delà. Les magasins ferment aussi généralement vers 17h, ce qui est excellent pour les employés qui cherchent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais pas tellement pour ceux qui travaillent ailleurs et doivent faire des courses. Dans ce cas, il faudra attendre le seul jour de nocturne par semaine, où les magasins restent ouverts, jusqu'à 21h. Au moins, si vous vivez en Australie, vous aurez beaucoup d'argent. L'économie australienne est réputée pour sa solidité, et leur salaire minimum garantit les besoins essentiels, tandis que les salaires en général comptent parmi les meilleurs du monde. C'est peut-être le résultat du fait que l'Australie a battu des records en passant près de 29 ans sans récession, la dernière ayant eu lieu en 1991, et n'ayant replongé qu'avec la pandémie en 2020. Donc, la vie devrait être formidable avec l'argent australien. Et elle l'est, jusqu'à ce que vous vouliez acheter une maison. Le marché immobilier australien, surtout dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne, est devenu incroyablement cher. C'est vrai presque partout au XXIe siècle, mais en Australie le problème est particulièrement grave. Tout a commencé en 2001, lorsque la banque de réserve du pays a baissé les taux d'intérêt à 6 reprises, sans être en récession. Pourquoi a-t-elle fait cela ? Pour éviter une récession, car les États-Unis venaient tout juste de connaître l'éclatement de la bulle Internet. Les Australiens ont évité la récession grâce à des baisses de taux, des subventions pour primo-accédants facilitant l'achat immobilier, un abattement sur la taxe sur les plus-values avantageant les investisseurs, et un fort afflux d'immigrants cherchant un logement. Parallèlement, aucun effort réel n'était fait pour construire de nouvelles maisons ou fournir des infrastructures. Donc, tous ces facteurs réunis ont provoqué une envolée des prix de l'immobilier. En 2000, une maison australienne coûtait 3 à 4 fois le revenu moyen. Même si les salaires ont augmenté de façon assez significative depuis lors, les prix des maisons sont maintenant 8 à 9 fois le salaire moyen australien. En avril 2025, le prix médian d'une maison dans le pays est d'environ 892 000 $ australiens, soit environ 576 000 $ américains. Cependant, si vous ne regardez que l'immobilier dans les capitales, cette médiane monte à 1 million, soit 645 000 $ américains, selon Cotality. Et la flambée de l'immobilier ne montre aucun signe de ralentissement, laissant les jeunes Australiens désespérés à l'idée de ne jamais posséder de maison. En 5 ans, la valeur des maisons a augmenté de 39,1%, et malheureusement le logement n'est pas la seule chose coûteuse dans la vie australienne. L'Australie a le 13e coût de la vie le plus élevé au monde, avec un indice des prix juste en dessous de celui des États-Unis. Beaucoup d'observateurs pensent que l'Australie vit une crise du coût de la vie. De mi-2022 à fin 2024, le revenu disponible des ménages a fortement chuté, bien que l'Australie ait moins subi l'inflation que d'autres pays. Le niveau de vie a diminué de façon stupéfiante de 6,7%. Cela n'est probablement pas aidé par le fait que l'Australien moyen a aussi des dépenses auxquelles on ne s'attend pas, comme les soins de santé. Le pays a un système de santé universel permettant à tout Australien d'accéder gratuitement aux soins dans un hôpital public. Cependant, l'Australie fonctionne avec un système de santé mixte, public et privé. Les rendez-vous avec les médecins et les spécialistes, ainsi que les examens, peuvent être un peu plus compliqués. Bien que les coûts de chaque visite soient partiellement subventionnés par le système fédéral Medicare, le patient paie aussi une partie à chaque visite. Mais peut-être que le coût médical le plus important que vous rencontrerez en Australie concerne vos dents.
Parmi tous les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Australie se classe au 6e rang pour les dépenses de soins dentaires par habitant, avec 11,1 milliards de dollars dépensés pour les soins dentaires en 2021 et 2022. Cependant, la majeure partie de cet argent n'a pas été dépensée par le système de santé publique. En 2020, 60% des dépenses dentaires, soit 6,67 milliards de dollars, venaient des paiements directs des patients. Un dentiste, le Dr Wessem Atea, basé à Melbourne, dit que les soins dentaires sont chers en Australie, parce que gérer un cabinet dentaire nécessite beaucoup d'argent. En plus de payer 5 années d'études, citation, l'obligation pour un dentiste de rester à jour l'oblige à dépenser beaucoup d'argent pour la formation professionnelle continue. Fin de citation. Nous avons d'autres mauvaises nouvelles concernant le coût de la vie au pays d'en bas, car il y a une autre dépense à prendre en compte en Australie. Une voiture. Comme dans la plupart des endroits où les distances entre les villes sont énormes, l'Australie est un pays très dépendant de la voiture. Mais le problème n'est pas seulement de se déplacer d'une ville à l'autre, les Australiens peuvent à peine se déplacer dans leur propre ville sans voiture. Selon le recensement de 2021, le ménage moyen en Australie possède 1,8 véhicules. Quelques villes ont fait de grands efforts pour créer un système de transport en commun fiable. Melbourne a le plus grand réseau de tramways au monde. Mais les villes australiennes semblent toujours rater la cible en matière de transports en commun, comparé à de nombreuses capitales européennes. Un rapport du Conseil du climat, prochaine étape, la banlieue, a montré que 33 à 66% des habitants de Sydney, Brisbane, Adélaïde et Perth n'avaient pas facilement accès aux transports en commun. Le rapport définissait un accès facile comme étant à moins de 10 minutes à pied d'un transport en commun circulant au moins toutes les 15 minutes pendant les heures de pointe de 7h du matin à 7h du soir. Donc, naturellement, de nombreux Australiens sont obligés d'acheter une voiture. Mais les coûts liés à la possession d'une voiture ne se limitent pas seulement au prix d'achat initial et à l'essence. En 2023, Savings.com a constaté que les Australiens peuvent faire dépenser plus de 15 000 $ par an pour posséder une voiture, couvrant assurance, immatriculation, entretien et carburant. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter d'acheter une voiture trop voyante, car vous risqueriez de subir le syndrome du coquelicot, fréquent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le syndrome du coquelicot, malgré son apparence mignonne, n'est en réalité pas très agréable. Il décrit un phénomène dans lequel les personnes qui se distinguent ou réussissent d'une manière ou d'une autre font face à des réactions négatives et des critiques de la part de leur entourage. Et l'Australie en est pleine. Une étude menée dans le pays a révélé que les étudiants sportifs, qui obtenaient de meilleurs résultats que la plupart des autres, finissaient par être victimes d'intimidation. Aucune explication unique n'explique ce phénomène. Le docteur Rumit Bilan, auteur en 2018 de La plus grande fleur, affirme « L'égalitarisme et l'humilité sont liés à la culture australienne et néo-zélandaise, où l'on attend que les gens évitent de se vanter ou d'agir de façon ostentatoire. Certains estiment que le syndrome de la grande fleur vise surtout ceux qui cherchent à se démarquer et ont un fort ego. Les personnes qui apprécient l'approche de l'Australie soulignent que contrairement à d'autres pays riches comme les États-Unis, qui ont connu une augmentation du narcissisme tout au long du XXIe siècle, l'Australie n'a rien connu de tel. C'est peut-être parce qu'il existe certaines preuves reliant la montée du narcissisme à l'utilisation des réseaux sociaux. Il est difficile d'utiliser les réseaux sociaux quand Internet est très lent. Nous n'exagérons pas à ce sujet. Les débits en Australie sont mauvais, surtout pour un pays aussi riche, avec des infrastructures modernes. En 2024, le pays s'est classé 82e au monde pour les débits, se plaçant derrière des pays comme Oman et la Tchéquie, et juste au-dessus de l'Ouzbékistan. Le site Speedtest a donné à l'Australie un classement plus généreux en ce qui concerne la performance de l'Internet mobile, la plaçant 22e au monde, derrière la Croatie et l'Estonie. Et les clients australiens doivent payer un prix élevé pour ces débits Internet lents. La Commission australienne de la concurrence et de la consommation a révélé qu'un forfait haut débit coûte en moyenne 84 $ par mois en Australie, contre 48,60 $ à l'international, en 2023. Alors pourquoi l'Internet est-il si mauvais en Australie ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison est que l'Australie est tellement isolée du reste du monde.
Cela rend la connexion du continent au reste du monde beaucoup plus difficile, littéralement. Les vastes espaces vides en Australie, entrecoupés de rares villes, compliquent la construction d'une infrastructure internet efficace. C'est peut-être pour cela que le gouvernement a décidé de complètement laisser tomber, attendant apparemment que l'infrastructure internet s'effondre avant de faire quoi que ce soit. Les entreprises privées jouent également un rôle dans la mauvaise vitesse de téléchargement du pays. Il n'y a absolument aucune concurrence sur le marché, qui est dominé par seulement 3 entreprises. Telstra, 38,3% du marché. TPG Group, 20%. Et Optus, 12,4%, n'ont pas incité les fournisseurs d'accès à Internet à améliorer leurs services. Et cela n'affecte pas seulement l'Internet dans l'outback australien isolé, nous parlons du centre-ville de Sydney. En parlant de l'outback, bien qu'Uluru soit l'un des sites les plus impressionnants, et que l'intérieur du pays regorge de beauté, il faut se rappeler que la nature australienne est dangereuse. Nous connaissons tous les nombreuses espèces de serpents venimeux, d'araignées et de méduses pouvant tuer d'une seule morsure. Il y a 66 espèces de ce type au total, ce qui n'est pas un record mondial. Mais l'Australie est particulièrement célèbre pour elle, parce qu'il s'agit de certaines des espèces les plus intensément venimeuses et donc les plus mortelles au monde. La dernière victime d'une morsure d'araignée en Australie était Jayden Burley, en 2016. Avant lui, aucun décès n'avait eu lieu depuis 1979. Donc, le danger que représentent ces espèces semble exagéré. Le vrai danger en Australie, c'est la nature elle-même. Explorer l'océan ou l'outback exige de la préparation. Si vous conduisez vers l'intérieur du pays, il vaut mieux avoir du carburant et de l'eau dans votre voiture. Et peut-être aussi un téléphone satellite. La couverture des téléphones portables est presque inexistante. Les stations-service, ou Boservos, comme beaucoup d'Australiens les appellent, sont rares et les températures atteignent souvent le niveau de préchauffage d'un four. Le gouvernement bloque parfois l'accès des touristes à de grandes zones de l'outback pour leur sécurité. Dans les années 2000, les touristes ont été empêchés d'entrer dans le désert de Simpson après le 1er décembre, car les températures dans la région devaient atteindre un niveau hallucinant de 59 degrés Celsius. 58 degrés Celsius. Joel Fleming, sauveteur local, a secouru des touristes bloqués dans le désert et affirme que le sable peut atteindre 95 degrés Celsius en été. Chaud, au point de brûler les chaussures. D'après le Guardian, environ 40 personnes meurent chaque année dans l'outback, victimes de la chaleur, d'accidents avec des animaux ou de déshydratation après s'être retrouvés bloqués. L'océan peut sembler plus frais, mais il présente également de grands dangers pour les nageurs. Vous n'avez pas testé vos compétences en natation tant que vous n'avez pas affronté un courant d'arrachement australien. Selon Surf Life Saving Australia, les courants d'arrachement coûtent la vie à environ 26 personnes chaque année. Et ce n'est pas faute d'essayer. Au total, 3,7 millions d'Australiens ont déjà été pris dans un courant d'arrachement, soit 13,5% de la population. Au total, 26% de ceux qui ont été pris dans des courants d'arrachement ont eu besoin d'être secourus ou aidés pour atteindre un endroit sûr, ce qui signifie que le nombre relativement faible de décès dans l'eau est principalement dû aux sauveteurs et aux équipes de secours australiens. Sans parler des inondations, des tremblements de terre, des cyclones et bien sûr des incendies qui ravagent fréquemment le pays. En 2019 à 2020, l'Australie a connu le pire incendie de forêt de son histoire enregistré, brûlant 46,9 millions d'acres, soit 19 millions d'hectares, une superficie un peu plus grande que l'ensemble de l'État de Floride. L'incendie a détruit plus de 3000 maisons et causé la mort de 33 personnes. Puis, en 2022, des inondations si intenses qu'elles ont été surnommées le Grand Déluge ont dévasté le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, tuant 24 personnes et causant des dégâts dévastateurs. En mai, 2025 de nouvelles inondations ont frappé la Nouvelle-Galles du Sud, bloquant 50 000 personnes et causant 4 morts. Malheureusement, le nombre et la gravité des catastrophes naturelles semblent s'aggraver avec le temps, rendant la vie difficile pour les Australiens. Donc, même si l'Australie peut sembler être une terre idyllique nichée de l'autre côté du monde, la réalité, comme c'est souvent le cas, est plus compliquée. Comme partout ailleurs, elle a son propre lot de défis. Et parfois,
ils ne sont pas si faciles à éviter. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et activez les notifications pour voir d'autres vidéos similaires. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et on se retrouve la prochaine fois sur MatPack.